Mesdames et messieurs, bienvenue en ces lieux qui vous sont familiers, je crois, parce qu'un familier à beaucoup d'entre vous. Tous mes vœux, tous nos vœux, les vœux de cette maison à vous toutes et à vous tous, en ce début d'année qui se perpétue ou qui ne s'est pas achevé. Nous avons, Mona Razindar, la directrice générale, et moi-même, un grand plaisir à vous accueillir et à vous remercier d'avoir accompli l'effort de venir jusqu'à nous. Quelques remarques préalables pour resituer le programme de cette année qui s'ouvre dans un contexte plus général. D'abord, première remarque, c'est une situation inhabituelle que celle que je remplis ou que j'occupe aujourd'hui. Je suis à la tête d'une institution que, dans un temps ancien, déjà fort ancien, j'avais contribué à édifier, à construire. Voici une trentaine d'années. C'était en mai-juin 81, une époque un peu différente. Et à ce moment-là, le président de la République, François Mitterrand, souhaitait, comme vous le savez, que le ministre de la Culture qu'il venait de nommer puisse lui soumettre toute une série de projets culturels, de projets architecturaux, de projets nouveaux, qui puissent marquer le septennat sur le plan intellectuel, culturel, artistique, architectural. Et il m'avait demandé de lui soumettre toute une série de listes d'opérations engagées. Je dois dire que pour un ministre de la Culture, c'est un rêve. Le président de la République qui lui dit « Allez, foncez, allez de l'avant ». Et je ne m'en suis pas privé. Et donc je lui ai soumis au fur et à mesure toute une série de projets, certains d'ailleurs visibles depuis Lima. Le Louvre, oui, il n'est pas très loin, l'Opéra, plus tard la Bibliothèque de France, beaucoup plus tard, après 88. La Défense, que l'on voit, on parle beau temps depuis ici. Et puis, en province, naturellement, parce qu'on parle toujours de Paris, mais à Arles, l'école de la photographie. Aujourd'hui, on célèbre je ne sais quel anniversaire de Centre national des arts du cirque à Châlons. Là aussi, c'était un projet d'intérêt national. Angoulême, puisque s'ouvre aujourd'hui le Festival de la BD, nous y avons créé le Centre national de la bande dessinée, qui porte, je crois, un autre nom aujourd'hui. Bref, je reviens à Lima. L'institution existait déjà. Elle avait été fondée, imaginée par le président Giscard d'Estaing et plusieurs hauts dirigeants des pays arabes, notamment le roi d'Arabie Saoudite, avait, avec le président français, imaginé une telle institution. Un projet de construction avait été échafaudé qui devait se réaliser dans le 15e arrondissement. L'architecte, sans vouloir d'aucune manière le décrier, avait conçu un projet, je dirais, assez traditionnel, une sorte de construction néo-arabe de la vieille école, pour parler vite. Alors je montre au président ce projet, aussitôt il comprend que j'aimerais qu'on puisse penser à une autre construction, et il me dit cette chose très fine et très intelligente, il me dit, si vous voulez changer l'architecte, il vous faut trouver un autre emplacement. Aussitôt dit, aussitôt fait. Avec quelques amis, nous avons, avec beaucoup de chance, trouvé cet emplacement ici, en bord de Seine, en plein cœur de Paris, à quelques pas de Notre-Dame, près d'une université prestigieuse, le Jardin des Plantes et le reste. C'est un peu étroit, mais enfin, on ne trouve pas tous les jours un emplacement aussi idéal. Aussitôt dit, aussitôt fait, nous avons immédiatement mis en place un petit comité pour choisir un architecte. Et la règle que nous avions fixée, en contraste avec les traditions antérieures, uniquement de jeunes architectes. La nouvelle génération, une trentaine d'années,
inconnu. Et Jean Nouvel et Architecture Studio se sont détachés du lot. Nous avons choisi, avec François Mitterrand, et nous avons commencé les travaux avec l'appui des pays arabes, quelques difficultés comme toujours, et finalement, c'est réjouissant pour notre pays, pour nous-mêmes, de penser que Jean Nouvel, jeune architecte inconnu, est devenu une star mondiale, et qu'aujourd'hui même, il construit dans plusieurs pays arabes des monuments d'envergure, Abu Dhabi, Louvre Abu Dhabi, à Doha, le futur musée national, et dans quelques autres endroits. Voilà. Je termine sur cette petite introduction qui n'a rien à voir avec le futur, mais parfois l'histoire explique assez bien le présent et le futur. Mon lien personnel avec Lima ne s'arrête pas là. Par 2 fois, je me suis trouvé impliqué dans la vie de cette maison, bien avant d'en être le président. J'en parle parce que c'est intéressant de voir comment les institutions ici ont bougé et se sont transformées. Vous pouvez aller découvrir au Louvre, dans cette grande maison que j'ai à ma manière contribué un peu à transformer, le département d'art islamique. Mais il n'a pas toujours connu cette présentation prestigieuse. En 81, ces œuvres, ces très belles œuvres, ce trésor, étaient entassés dans des caisses au Palais de Tokyo, qui était comme une sorte de cimetière des musées de France. Il n'y a pas seulement ces objets-là, mais bien d'autres. Des œuvres japonaises en particulier, qui se trouvent maintenant au musée Guimet. Manière de conserver les œuvres, peut-être, de les enterrer, de les enfouir, complètement coupés de tout. Et à ce moment-là, la direction des musées de France, il n'y a pas de directeur du Louvre, à laquelle je m'adresse, me dit oh, « Nous avons tellement de choses à faire, tellement de... ça attendra. » Très bien. Comme j'étais engagé dans la construction de l'Institut du monde arabe par ailleurs, j'ai pris la décision presque autocratique d'affecter provisoirement cette collection à Lima. Et beaucoup, sans doute, en ont perdu le souvenir. Mais pendant 5 ou 6 ans, une bonne partie de la collection que vous pouvez découvrir au Louvre a été présentée ici. Et c'est d'ailleurs parce qu'elle a été présentée ici que les dirigeants du Louvre se sont réveillés. Leur orgueil a été un peu boosté, si j'ose dire, et ils ont dit mais c'est à nous de les présenter, et tant mieux, ils l'ont fait, et ils l'ont très bien fait. Deuxième grand souvenir ici, en ces lieux même où vous êtes et à côté, c'était un événement plutôt politique, Arafat, 1990. À ce moment-là, Arafat, l'OLP était considéré ici en France comme des terroristes, pour parler vite. Et François Mitterrand avait décidé de l'inviter officiellement à venir en France. Et pour dire la vérité, ils n'étaient pas nombreux, les ministres et les dirigeants, à vouloir le rencontrer. C'était pas politiquement correct, comme on dit aujourd'hui, de se trouver à côté du président de l'OLP. Et Mitterrand m'a dit, mais accueillez-le, puisque vous-même, vous êtes favorable à un dialogue avec la Palestine, accueillez-le donc à l'Institut du monde arabe. Et Arafat a passé ici 2 bonnes heures. Nous avions invité des intellectuels, des hommes de culture, des femmes de culture. Et ça avait été un moment important. Et ensuite, d'ailleurs, comme le soir tombait, je lui ai proposé d'aller visiter le Louvre. Et nous avons visité ensemble le Louvre quasiment la nuit. Voilà, bon. Parlons d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il doit être fidèle à hier. Aujourd'hui, l'Institut du monde arabe est une institution qui a atteint la maturité, qui a connu, vous êtes des journalistes qui suivent les choses de près, qui a connu des hauts et des bas et des hauts,
des heures de gloire et des heures moins heureuses. Disons que la toute dernière période a été un peu secouée. Je ne l'ai pas vécu de l'intérieur, mais la directrice générale qui est à mes côtés pourrait en parler mieux que moi, puisqu'elle l'a vécu. Il faut dire que, pour des raisons un peu bizarroïdes, on avait imaginé une organisation ici qui n'était pas viable. 2 présidents, pourquoi pas 3, pourquoi pas 4 ? 2 présidents, un président du Haut Conseil, un président exécutif du Conseil d'administration, une directrice générale et le reste. Bref, quand on veut susciter le conflit, on ne fait pas mieux. Donc c'est vrai qu'il y a eu quelques difficultés dans la dernière période. Et lorsque le président François Hollande m'a demandé de devenir le président de l'Institut du monde arabe, je lui ai dit oui, mais il est souhaitable de réunifier la présidence. Je n'ai pas un goût du pouvoir absolu, mais j'ai le goût de la cohérence. Et donc la décision a été prise par les pays arabes qui ont soutenu cette candidature et par le président français et le ministre de l'étranger de réunifier les 2 présidences. Et le reste a été accompli par les relations que nous avons établies aussitôt avec les uns et les autres, et d'abord avec vous, Madame la Directrice Générale. J'ai souhaité, dès la première minute, nouer avec vous-même, sachant le parcours exemplaire qui est le vôtre, dans cette maison, le travail que vous avez réalisé, vous êtes là en fonction, et donc nous avons décidé sans difficulté d'ailleurs je dois dire, de nous entendre, ce qui est normal quand on a le sens de l'intérêt public, quand on a le sens de l'intérêt général. Et je dois dire que nous avons, Mona Khalilzad et moi-même, des relations de totale confiance. Et de respect mutuel. Et de respect mutuel. En tout cas, moi j'ai beaucoup de respect pour vous. Et moi aussi. Et donc nous avons beaucoup de plaisir, c'est ce qui est le plus important, à travailler ensemble, à avancer ensemble, à concevoir ensemble. Bon, j'ai trouvé une maison dont on me disait elle est à feu et à sang, etc., etc. En réalité, il y avait parfois de la défiance, certainement des soucis qui ne sont pas encore complètement réglés, j'en suis conscient, d'organisation, de statut, de salaire. Mais là encore, nous avons décidé de travailler dans un climat de respect à l'égard des uns et des autres. Et moi, je suis très heureux de pouvoir, avec vous, avec les différents chefs de service, directeurs, responsables, faire avancer nos projets. Et finalement, cette sérénité, je touche du bois, cette confiance rétablie, nous n'avons pu obtenir ce climat que par un respect mutuel, vous l'avez dit, mais aussi par le travail. En remettant sur rail l'Institut, en lui redonnant des couleurs, en tentant de recréer un nouvel élan, un nouveau souffle, à travers des projets, à travers des actions, à travers un futur. Et c'est ce que je vais essayer en quelques mots de vous raconter. J'ajouterai pour terminer cette petite introduction, ou trop longue introduction, pardon, que j'ai eu la chance, indépendamment ou à côté de la directrice générale, des directeurs, chefs de service et des personnels de la maison qui nous apportent leur expérience et leur imagination, de pouvoir bénéficier du concours d'amis avec lesquels j'ai travaillé dans le passé, notamment au ministère de la Culture et au ministère de l'Éducation, et qui viennent pratiquement, pour l'essentiel, bénévolement, apporter leur imagination, leur force de travail et leur temps. Et parmi ceux-ci, j'espère n'oublier personne, Claude Mollard, qui a été l'un des constructeurs du Centre Pompidou, qui a été l'inventeur des fonds régionaux d'art contemporain, et qui aujourd'hui est en particulier commissaire de l'exposition L'Orient Express, l'ambassadeur Gilles Gauthier, que j'ai eu la chance de connaître naguère au Yémen lorsqu'il était en fonction, et qui avait organisé là-bas un colloque à Sanaa avec toute une série de personnalités françaises et arabes. Et Gilles Gauthier est connu aussi comme traducteur, un
un arabisant de première bourre, comme traducteur de l'écrivain égyptien Al-Aswani. D'ailleurs, le dernier livre publié en français, voici quelques jours, d'Al-Aswani, sort en librairie et traduit par lui. Catherine Lolès, qui avec Philippe Cardinal et d'autres personnalités donne à l'information, à ce qu'on appelle communication, toute une action nouvelle, Louis Amselem, Christophe de Gruel, Julien Chenives, qui est notre conseiller diplomatique, qui est là-bas au fond discrètement caché, surveillant au nom du Quai d'Orsay. Non, je le mets en boîte. Non, surveillant au nom de lui-même. Et Thierry Leroy, Thierry Leroy, où est-il Thierry Leroy? Quelque part. Oui, Thierry Leroy, éminent conseiller d'État, qui a été directeur de l'un de mes cabinets, directeur d'administration au ministère de la Culture, et qui a accepté de mener une mission difficile, délicate, passionnante, seul lui pouvait le faire, d'analyse de la maison. Avec une patience infinie, depuis des mois, il rencontre les uns les autres pour essayer de mieux comprendre comment les choses marchent, parfois ne marchent pas, et pour tenter de nous aider à trouver des solutions. Et je dois dire qu'il a été, en raison de ses qualités humaines, de ses qualités intellectuelles, adopté, je crois, par toute la maison. Et quand il y a des récriminations contre la direction, Thierry Leroy est épargné. Et ce n'est que justice. J'ai oublié de citer David Brucker, le secrétaire général, qui a une tâche qui n'est pas facile. C'est lui qui est à la tête de l'organisation administrative, technique de la maison. Contrairement à ce qui est parfois dit, nos moyens sont relativement limités. La subvention est une subvention qui vient du seul gouvernement français, du Quai d'Orsay. Et avec ces subventions, il doit se débrouiller, on doit se débrouiller. Elle a été légèrement diminuée cette année, mais, disons-le, dans le cadre du contexte général, c'est plutôt une fleur qui a été faite à l'Institut du monde arabe par Laurent Fabius, puisque c'est une diminution, je crois, de 1%, tandis que la plupart des institutions qui relèvent du Quai d'Orsay connaissent des abattements de 4, 5, 6, 7%. Donc, espérons que ça dure. En tout cas, dans ce cadre restreint, mais David Brucker et ses collaborateurs font un travail qui n'est pas facile, d'autant plus que nous souhaitons redresser pleinement la situation financière. C'est mon tempérament, c'est ma manière d'être, soit sur le plan personnel, soit en tant que responsable d'une institution publique. Je ne veux pas être à la tête d'une institution qui serait en déficit. Et donc nous devons trouver des ressources, alors je donnerai un petit mot, trouver des moyens, faire des économies de telle sorte que l'Institut ne soit pas en situation de quémande ou de mendicité, et reste un institut libre, pleinement libre. Je termine en disant que cette institution bénéficie d'un soutien permanent du président de la République et du ministre des Affaires étrangères. Le président, chaque fois qu'on le sollicite, apporte son appui dans nos démarches auprès de tel ou tel pays. Je l'accompagne à sa demande dans chacun des déplacements qu'il accomplit dans un des pays arabes. Alors, au service de quel projet? Au service de quelle ambition? Lima, vous le savez, mais parfois on ne le sait pas assez, vous le savez, mais on ne le sait pas assez ici ou ailleurs. Lima est une institution unique au monde. Vous ne trouverez l'équivalent dans aucun autre pays du monde. Pourquoi certes, il y a eu la décision de certains pays arabes, du président français de l'époque. Je pense que les raisons sont plus profondes. C'est que le lien entre Paris, la France, et les pays arabes, et pardon de proférer peut-être des banalités à vos yeux, les liens entre Paris et les autres pays arabes sont des liens singuliers, profonds,
persistant, ancien. Je ne vais pas raconter l'histoire, mais je dirais, pour parler vite, depuis l'alliance controversée, mais si importante du roi François Ier avec Soliman le Magnifique, que d'événements se sont déroulés, des événements d'amitié, mais aussi des événements de violence. Je n'oublie pas la colonisation, ou les colonisations, pendant des siècles, par l'amour ou par le feu, par la passion ou parfois par les haines déchaînées. Le monde arabe est indissolublement lié et très largement lié à la France. Et d'une certaine manière, Paris, je mets ça avec des guillemets, c'est une expression qu'utilisait hier ou avant-hier l'ambassadeur de la Ligue arabe, mais avec des guillemets. D'une certaine manière, Paris est une capitale arabe. Et ce lien original, singulier, particulier entre Paris et la France et les pays arabes doit être constamment présent à nos esprits. En même temps, ce monde arabe, vous le savez vous-même, et nous devons être à la mesure de ces changements, est un monde fier de ses traditions, fier de son histoire, en pleine métamorphose. Les printemps arabes, mais aussi le rôle joué par la jeunesse, les nouvelles technologies, l'ouverture à d'autres continents, fait que nous devons, là aussi, l'Institut, être à la mesure de cette efflorescence nouvelle, qui se traduit parfois par une créativité nouvelle. Et puis, pour compliquer la tâche, le monde arabe, ce n'est pas seulement les 22 pays membres de la Ligue arabe. Le monde arabe, il est présent, on peut dire, quasiment dans le monde entier. En Afrique, en Asie, en Amérique latine, en Europe. Et de cela aussi, nous devons à un certain moment témoigner. Et nous avons quelques projets sur lesquels nous travaillons, sur le monde arabe et l'Asie, le monde arabe et l'Amérique latine, le monde arabe et l'Afrique. Et le monde arabe et la mer, parce que le monde arabe et la mer traversent effectivement plusieurs continents, plusieurs civilisations. Donc l'ampleur de notre tâche est grande, et nous ne prétendons pas en un jour ni en un an répondre à toutes les attentes. Mais cette tâche est si ample que nous avons décidé de nous allier pour l'accomplir avec d'autres. Fini le temps où des compétitions un peu, j'allais dire, infantiles pouvaient opposer telle ou telle institution. Au contraire, nous voulons établir avec, notamment à Paris, les grandes institutions culturelles nationales, le Louvre ou le Quai Branly ou le Palais de Tokyo ou tout autre, des liens de travail, d'échange et de coopération. Et moi, je ne me plaindrai pas, j'en suis en partie coupable, quand le Centre Pompidou s'ouvre à l'universalité. J'ai connu une époque où le Centre Pompidou était totalement tourné vers le seul art occidental. De même pour le Palais de Tokyo, de même pour le Louvre, qui a cette ambition d'être un musée universel. Et donc, nous nouons, je vous le dirai au passage, des partenariats avec toute une série d'institutions. Alors, je vais essayer de résumer en quelques mots les grandes actions qui seront les nôtres au cours des mois et éventuellement années qui viennent. Premièrement, et je commence par cela, parce que c'est un domaine qui est parfois oublié de la vocation de l'Institut, c'est redonner à l'IMA un rôle phare dans la vie intellectuelle et dans la réflexion. Cet institut est d'abord un institut de réflexion, de dialogue et d'échange. L'IMA doit être de plus en plus un laboratoire d'idées et révéler, mettre à jour ce monde arabe en mouvement, ce monde arabe en idées. Pour ce faire, nous avons décidé avec Mona Razindar d'abord de renforcer ce qui est déjà existant et qui est excellent et qui ne réclame qu'une seule chose, c'est d'être encore mieux connu. Les jeudis de Lima,
animés par M. Cabal, qui s'enrichissent au fur et à mesure par des invitations de personnalités de premier plan. Et ici même, il y a eu, là où vous êtes, quelques rencontres parfois un peu vives, un peu musclées, quand nous avons accueilli le président Marzouki. Ça n'a pas été de tout repos. Mais finalement, je me dis que ce débat, où il a été lui-même pugnace, ce débat est préfigurateur, ou a été préfigurateur, entre guillemets, de ce que nous voyons, en tout cas de loin, des transformations de la Tunisie. Ce peuple qui a réussi à conclure un compromis national pour adopter une constitution nationale, qui est un texte, bon, on peut toujours espérer plus ou mieux, mais c'est un bon texte. Bien encore, tout à l'heure, j'évoquais Al-Aswani, mais là, c'était quand même beaucoup plus musclé. Lorsque c'était en pleine période, entre M. Morsi et les militaires, Gilles Gauthier en a pris plein la figure, si j'ose dire. Morat, pas physiquement, heureusement, mais c'était une soirée assez agitée. Bon, le café littéraire animé par M. Zabal, la revue Cantara, qui est une grande revue intellectuelle et qui mérite d'être développée encore. Et à côté de ces institutions que vous connaissez déjà, que nous voulons renforcer, enrichir, développer, nous avons décidé de prendre des initiatives nouvelles pour que l'IMA soit un lieu de réflexion permanent, une sorte de, l'expression n'est pas très française, une sorte de think tank. Et en liaison souvent avec des institutions autres, institutions universitaires et scientifiques, Sciences Po, le CNRS, l'École des langues orientales, sur des sujets historiques, contemporains, politiques, liés à la santé, des questions juridiques. Je cite, je ne développe pas, les petits déjeuners du monde arabe, les petits déjeuners économiques du monde arabe, qui vont s'ouvrir dans quelques semaines. Ces petits déjeuners économiques auront des thèmes qui toucheront à l'actualité. Le premier sera consacré au monde arabe dans l'économie numérique. Le second sera consacré à la finance dans le monde arabe. Le troisième sera en lien avec l'événement sur le Maroc qui aura lieu à l'automne prochain. Et par ailleurs, toute une série de colloques que je ne détaille pas ici, la question démocratique dans le monde arabe, et notamment l'enjeu constitutionnel, le modèle économique pour les pays du printemps arabe, les migrations berbères, je passe. Un événement phare marquera cette année, dédiée donc au dialogue, aux échanges et au forum. Il aura lieu en septembre de cette année. Il sera ouvert par le président de la République. Ce sera un symposium international consacré au renouveau, au pluriel, du monde arabe. Les personnalités, les acteurs qui aujourd'hui sont à l'œuvre, connus ou inconnus, dans chaque pays, sur tous les plans, culturels, intellectuels, économiques, scientifiques, humains, seront présents pendant 3 jours ici, et sous forme de table ronde, nous essaierons de dresser une sorte de photographie, de radiographie aussi vivante que possible de ce monde arabe en métamorphose. On présente du monde arabe souvent dans les médias, c'est une part de la vérité, c'est une vérité aussi. Les aspects tragiques, je pense à la Syrie, les aspects violents, mais on oublie parfois, et les gens oublient, ne savent pas, les choses positives. C'est notre rôle à nous aussi de mettre en valeur, non pas faire de la propagande, mais pour simplement l'information, d'assurer des confrontations aussi, de mettre en valeur les changements, les transformations, les expériences positives, les innovations qui se déroulent en ce moment dans le monde arabe. Je termine enfin sur cette question des colloques et des rencontres. Naturellement, nous ne nous interdisons pas de prendre des initiatives qui soient en relation avec l'actualité la plus brûlante. Je pense notamment à la Syrie. Ce qui a été fait ici il y a 1 an, avec la participation de 7000 visiteurs, ce qui sera fait à nouveau
dans les prochaines semaines sur les réfugiés, en lien avec le HCR, ou sur le patrimoine en danger, en péril, le patrimoine syrien en danger. Je dirais, rattachant deux institutions de la maison à cette vie intellectuelle, la bibliothèque, que vous connaissez, qui est une bibliothèque de référence sur le monde arabe, qui est remarquablement animée. Elle est en transformation. Cette année, elle fera l'objet d'importants travaux. Grâce à une contribution du Koweït, la bibliothèque sera pleinement transformée. Elle se mettra aussi à l'heure du numérique. Et cette bibliothèque organisera bientôt un colloque international sur le thème de la construction d'une bibliothèque numérique arabe. Ces animateurs vous en diront plus dans quelques semaines. La librairie, qui elle aussi mérite un coup de chapeau, elle est la première librairie de France pour le livre arabe. Elle propose naturellement aussi des ouvrages en français, des ouvrages de fond, et ce livre a des activités de toutes sortes, d'accueil d'écrivains, de poètes, et c'est un plaisir de voir chaque jour, toute la journée, cette librairie ne jamais désemplir, être un lieu chaleureux, amical et hospitalier. Et le jour venu, quelques travaux aussi viendront aider la librairie à se moderniser. Premièrement, donc, une institution tournée vers le savoir, vers la science, vers la réflexion, vers la rencontre, vers le dialogue. Une institution intellectuelle et culturelle. Deuxièmement, je le place aussi en tête, la langue arabe, la langue et la culture arabe. Et nous travaillons notamment avec l'ambassadeur Gilles Gauthier à un plan ambitieux en faveur de la langue et de la culture arabe. La langue arabe est la colonne vertébrale de cet institut, de la Ligue arabe, qui est indissolublement liée à l'Institut, puis ce sont les 22 pays de la Ligue qui en font partie. Et cette langue arabe, qui est une grande langue de civilisation, et pour les Arabes, ceux d'entre vous qui le sont le savent, est pour les Arabes, plus que n'importe quelle autre langue, elle représente, j'allais dire, tout, à la fois naturellement un mode d'échange, mais aussi elle est le support d'une des plus grandes religions du monde. Elle est une esthétique, une architecture, une vision, une musique. Elle est une ou de la poésie. Cette langue arabe, elle est une langue que nous devons ici en France soutenir, encourager, développer. Je l'avais fait en son temps, et je crois que l'actuel ministre est décidé à aller dans ce sens dans le cadre de l'éducation nationale, en augmentant le nombre de postes de professeurs d'arabe. Je vais d'ailleurs signer avec Vincent Payon dans quelques jours une convention entre le ministère de l'Éducation nationale et l'Institut du monde arabe pour redoubler nos efforts de coopération. Ici même, l'enseignement est assuré dans d'excellentes conditions par de bons professeurs. Simplement, il est à l'étroit, dans des conditions parfois inconfortables, et nous sommes sollicités de toutes parts pour répondre à davantage de demandes des jeunes, mais aussi des personnes dont les métiers exigent qu'ils apprennent l'arabe pour accomplir leur profession. Par exemple, des gens du Louvre, pas seulement, des gens de partout. Et donc nous sommes décidés à mettre au point une sorte de fondation, disons entre guillemets, pour le développement de la langue arabe. Et j'ai pris mon bâton de pèlerin, si j'ose dire, pour aller frapper à toute une série de portes et essayer d'obtenir l'argent nécessaire à créer véritablement, à mettre en place ce plan ambitieux pour le développement de la langue arabe et pour assurer un enseignement laïque, je dirais, de la langue arabe, ici même à Lima, si nous pouvons étendre
dans le quartier nos locaux, mais aussi ailleurs, en lien avec des municipalités de la région parisienne, mais aussi de la région lyonnaise. Et cela déjà se fait dans le Nord-Pas-de-Calais, dans le cadre de l'annexe ou de la maison de Lima dans le Nord-Pas-de-Calais. Et puis, nous avons pris toute une série de décisions pour que l'arabe soit ici pleinement reconnu. C'est le développement d'un portail de ressources sur le monde arabe. C'est le fait que la langue arabe sera pleinement présente sur notre site. Ça paraît évident, mais ce n'était pas fait jusqu'à présent, c'est la publication bientôt en langue arabe du catalogue du musée. Ce n'était pas le cas. Et je remercie la Fondation Lagardère de nous avoir financé cette traduction. C'est aussi, autre travail que l'ambassadeur Gilles Gauthier devra accomplir, un grand événement, une exposition événement sur la langue arabe, sur son histoire, sur son développement, et c'est toute son imagination qui sera nécessaire pour donner naissance à un événement fort et puissant. Et puis il y a sur le plan technique ce que nous entreprenons dans le domaine de la certification sur le modèle de Cambridge pour la langue anglaise. Ça, nous allons le faire en liaison avec le ministère de l'Éducation nationale. Alors, j'aborde maintenant un quatrième sujet, pardon. J'ai peur de me perdre dans ces notes. C'est le renouvellement ou le renforcement des événements culturels. Donc, alors, j'aurais peut-être dû commencer par ça, mais j'ai souhaité commencer par la vie intellectuelle de l'institution et par la langue arabe. Et les événements culturels, naturellement, en font pleinement partie. Ce sont parfois les événements les plus connus de l'extérieur. D'abord, il y a les activités tout au long de l'année, les activités quotidiennes, que nous voulons à la fois consolider et rajeunir. Je vous renvoie aux documents qui vous seront remis. Je dirais simplement que pour la ou les musiques, notre volonté est, à côté du travail remarquable qui est accompli pour les musiques traditionnelles et qui est réputé depuis longtemps, et M. Metalsi, avec ses collaborateurs, réalise un travail remarquable, j'ai souhaité que nous puissions nous ouvrir à toutes les musiques nouvelles qui, aujourd'hui, sont elles-mêmes habitées, transformées par la jeunesse des pays arabes, sur place, à travers le hip-hop, l'électro, le jazz, le rock et tant d'autres musiques actuelles. Et vous le verrez en compulsant les documents qui vous sont remis. Très vite, il y aura, dès le mois de février, un événement important que nous créons, qui s'appelle en français Ahab Sound System. C'est un événement électro, qui probablement se rééditera quelques semaines plus tard. Un autre événement dans le cadre du Weather Festival, où Lima sera associé à plusieurs municipalités de la région parisienne. Et puis, il y a la transformation du festival de musique, qui au mois de juin sera un festival dédié au jazz oriental, et André Manoukian jouera un rôle très important dans le lancement de cette manifestation nouvelle. Un mot encore pour dire que nous préparons, dans le cadre des grandes expositions, une grande exposition sur l'histoire du hip-hop. Le cinéma. Nous avons souhaité que, assez régulièrement, des avant-premières nous permettent d'être en contact avec la création immédiate. Et depuis quelques mois déjà, je ne vais pas revenir là-dessus, nous avons présenté avant l'heure des films. Certains ont obtenu leur succès, d'autres pas. Mais parmi celui qui a obtenu l'un des grands succès, il y a eu Le chemin de l'école, sur Le chemin de l'école, un succès un film d'un type particulier, qui a, je crois, ensuite, c'est pas grâce à nous, mais ici même, il a déjà obtenu l'adhésion des participants, il a, je crois, dépassé le million de visiteurs. Le premier festival des films du Golfe, et vous y êtes pour beaucoup, qui aura lieu du 2 au 5 mars, le futur nouveau festival de cinéma des pays arabes, sur lequel nous travaillons en ce moment.
De même, nous souhaitons redonner à l'art contemporain une présence renouvelée. D'abord, l'art contemporain sera présent dans tous les grands événements, y compris dans l'événement sur le pèlerinage de la Mecque, mais aussi dans l'Orient Express. Dans le Maroc, n'en parlons pas, c'est totalement dédié au Maroc contemporain. Et puis, nous susciterons un certain nombre d'événements particuliers autour de Yang Peiming et de ses 150 portraits de personnalités arabes. Claude Lévesque, qui en Algérie va réaliser une œuvre originale, et avec l'école des beaux-arts d'Alger, et puis d'autres créateurs qui travailleront avec d'autres artistes du monde arabe, Daniel Buren, Bernard Venet ou Fabrice Hibert. Et la bande dessinée, je termine sur ce point pour l'art contemporain, la bande dessinée qui, étrangement, avait une faible place. Et alors qu'on sait que depuis 3 ans ou 4 ans, dans le monde arabe, la bande dessinée est devenue un mode d'expression très fort et brillant. Donc nous avons le projet, en liaison avec le festival d'Angoulême, autre partenariat, de créer un événement fort dans 1 an ou dans 2 ans sur la bande dessinée et le monde arabe, c'est-à-dire à la fois le monde arabe dans l'imaginaire de la bande dessinée occidentale, ça c'est assez connu, et la bande dessinée dans le monde arabe. J'en viens maintenant aux grandes expositions, aux expositions phares qui vont marquer la vie de l'Institut. Pour la première année de cette nouvelle présidence, disons, je ne sais pas si on réussira à tenir le souffle de la même manière les années suivantes, il y aura, c'est la première fois, je crois, 3 événements marquants. Et il faut qu'on tienne bon. Le mois d'avril sera évidemment un mois claquant, frappant, j'espère réussi. Ce sera à vous de juger. Il y aura 2 expositions événements. L'une, c'est le 3 avril, je crois, finalement. Il était une fois l'Orient Express. Plus qu'une exposition, en effet, c'est un événement. Dans toute la splendeur d'autrefois, l'Orient Express fera une halte sur le parvis de Lima. Ce sera une exposition consacrée au plus mythique des trains, à cette icône de l'art déco, qui a fait le ravissement de générations de voyageurs, qui leur a ouvert grand les portes de l'Orient. Et grâce au concours de la SNCF, cette manifestation de grande envergure sera conçue en deux éléments, en 2 morceaux. Ici, sur le parvis, locomotive en tête, 3 wagons ou 3 voitures et le wagon-restaurant. La dimension, et le 2e élément, ce sera l'intérieur de la maison, qui sera comme une sorte de musée de l'Orient, de musée de l'Orient Express, objets, documents d'archives, affiches, films, photographies, allégories du voyage. Et puis seront abordés, mais je vais raccourcir, seront abordés tous les aspects historiques, géographiques. Quand on voit le cheminement de l'Orient Express, ce n'était pas seulement Paris-Istanbul, c'était au-delà Alep, Damas, Tripoli, Médine, Le Caire, Aswan. Donc c'est toute l'histoire de l'Empire ottoman, c'est toute l'histoire des affrontements avec l'Empire austro-hongrois, c'est toute l'histoire de l'Europe. Et d'ailleurs, l'ambassadeur Gilles Gauthier, qui fait partie du comité scientifique, est parti à l'aventure au péril de sa vie, filmer des témoignages d'aujourd'hui, très impressionnants. Il est allé se perdre dans les montagnes, le long des fleuves, des mers, et il nous a rapporté des scènes assez saisissantes, des souvenirs de l'Orient Express ou de ce qu'est devenu aujourd'hui ce train mythique. J'arrête là et nous en reparlerons plus longuement à l'occasion. L'autre événement, c'est sur le Hajj, le pèlerinage de la Mecque. C'est une coproduction, si j'ose dire, entre la librairie du roi Abdelaziz
de Riyad et ses équipes scientifiques, l'Institut du monde arabe et nos équipes scientifiques, Aurélie et tous ses collaborateurs, Omar Sagui, qui est un brillant et jeune chercheur qui a fait sa thèse sur le pèlerinage de la Mecque et qui a l'avantage de parler aussi bien l'arabe que le français, ou le français que l'arabe. La directrice du département d'art islamique du British Museum, qui avait eu une première expérience. Bref, une équipe plurinationale, brillante, je dois dire, sérieuse, qui s'est réunie à la fois à Riyad et ici, à 2 reprises, et qui prépare un événement, je crois, passionnant. Moi, je suis assez incompétent, j'apprends tous les jours grâce à eux. Ils mettront en lumière, grâce à 230 pièces inédites, pour la plupart en France. Ce sera l'exposition la plus importante jamais organisée sur ce sujet. Et là, la scénographe est parmi nous et a imaginé une présentation très belle et très forte, de même que la scénographe de l'Orient Express. Et je crois que c'est toute l'histoire du pèlerinage, depuis la période anté-islamique jusqu'à aujourd'hui, les 3 millions de pèlerins qui chaque année se pressent. La ville de la Mecque, qui, depuis des siècles, est un réceptacle d'offrandes, de cadeaux somptueux, de textiles brodés d'or, de stèles commémoratives, de chandeliers, de tapis. Et puis, grâce à eux, nous découvrirons de quelle manière le pèlerinage s'exprime dans l'art, y compris dans l'art d'aujourd'hui, dans l'art contemporain. Peut-être que, sûrement même, l'accent sera mis sur les personnes, les pèlerins aujourd'hui. Et l'une des idées fortes, je trouve, consiste à solliciter les pèlerins, ceux qui ont déjà accompli le pèlerinage, ou ceux qui rêvent du pèlerinage, pour leur demander de nous adresser leurs témoignages, leurs récits, sous la forme qu'ils choisiront. L'écrit, ou la photographie, ou le dessin, ou le poème. Et nous voudrions que tous ces témoignages puissent être présentés, les meilleurs d'entre eux seront incorporés dans l'exposition. C'est une manière aussi de faire que les pèlerins d'hier ou de demain soient les acteurs de l'événement. Et si la presse peut nous aider à faire connaître cette initiative, mais un site internet spécial sera mis en place pour favoriser la participation des citoyens et des pèlerins à cet événement. Troisième manifestation, j'espère que nous serons encore en morceaux, le Maroc aux 1000 couleurs d'aujourd'hui, le Maroc en mouvement, j'allais dire la Naïda marocaine ou la Movida marocaine, je parle vite, avec le soutien du roi du Maroc et du président français. Et c'est l'ensemble de l'IMA qui sera dédié cinéma, théâtre, chorégraphie, musique, peinture, sculpture, débat, rencontres économiques, à ce Maroc en vie, en pleine vie. Je dirais que un des points sur lesquels nous nous appuierons et qui mérite vraiment une attention particulière, que j'ai découvert chemin faisant, c'est cette très belle, ce très beau passage du préambule de la nouvelle constitution marocaine. Ce n'est pas si fréquent. Une constitution qui, dans son préambule, revendique la pluralité, la diversité de ses héritages, culturels et intellectuels. Héritage africain, héritage arabe, héritage berbère, héritage hébraïque, tout en rappelant que l'islam est la religion du Maroc, et la langue arabe, la langue principale du Maroc, sans nier la place de la langue berbère et d'autres langues. Je trouve qu'il y a là un message d'ouverture, de métissage, d'ouverture assez rare.
Je n'imagine même pas qu'en France, mais nous vivons sur une autre tradition. Le jacobinisme, la République, j'imagine pas qu'en France, on puisse revendiquer la diversité des héritages dans la Constitution française. On a même cru bon d'inscrire dans une révision constitutionnelle que la langue française était la langue unique de la République. Bon. En même temps, je trouve que ce message venant de ce pays, ce n'est pas un message seulement qui exprime l'efflorescence ou la diversité de ce pays, c'est un message à l'adresse de nous-mêmes. Quand j'entends ce que j'entends, quand vous entendez ce que vous entendez en ce moment, ici, l'intolérance, le rejet, certaines formes de racisme qui n'ont pas leur place dans une société moderne, d'ouverture, je me dis que nous pouvons aller prendre des leçons auprès d'autres nations, auprès d'autres cultures, auprès d'autres peuples. Et je pense que d'autres pays arabes, d'ailleurs, à leur manière, réussissent aussi à faire preuve d'ouverture, de tolérance et de respect. Donc, cet événement sera conçu par un très grand commissaire, Jean-Hubert Martin. Jean-Hubert Martin a été le commissaire d'un très grand nombre d'expositions connues, récemment l'exposition Dali au Centre Pompidou. Surtout, il avait, à ma demande comme ministre de la Culture, voici 20 ans, réalisé une exposition qui, en ce temps-là, a été très controversée, que nous avions appelée « Les magiciens de la Terre ». L'idée était, qui aujourd'hui peut paraître banale, l'idée était de mettre en valeur l'art des pays du Sud, pour parler vite. Parce que, il y a 30 ans, 25 ans encore, les musées d'art contemporain étaient exclusivement, ou presque exclusivement, tournés vers l'art de certains pays occidentaux. Et même une partie de l'art français était excommuniée ou mise à l'écart. Et lorsque Jean-Hubert Martin a conçu cet événement qui s'est déroulé au Centre Pompidou et à la Villette, une partie de la presse n'était pas toujours très sympathique. Et je suis heureux de constater que cette année, le Centre Pompidou va célébrer les 20 années, je crois. Ce sera un anniversaire d'une exposition devenue mythique, après avoir été controversée, ça arrive souvent. Et donc Jean-Hubert Martin est le commissaire général. Il sera en compagnie ou associé à deux commissaires marocains de très grande valeur, dont Mohamed Meltalsi, qui est ici le directeur des activités culturelles. Il n'est pas là aujourd'hui parce que ce trio visite le Maroc de part en part pour essayer de découvrir. Et l'Institut a aussi un rôle de découverte, de découvrir des artistes, des mouvements nouveaux. Bon, j'arrête là. Simplement attirer votre attention sur un événement plus modeste mais très remarquable qui se déroule ici à l'Institut. C'est le directeur de la bibliothèque qui l'a conçu, M. Delpont, que nous avons réalisé avec le Louvre, voué à Ishtar. C'est dédié à la déesse Ishtar. Et ça raconte l'histoire, la découverte de Marie. Et ce n'est pas indifférent en ce moment où la Syrie souffre, et dans sa chair, et à travers ses œuvres. Et plusieurs colloques auront lieu, co-organisés avec le Louvre, ici même, et au Louvre. Oui, un mot encore, comme illustration de cette coopération avec les autres institutions, l'événement Maroc contemporain aura lieu simultanément avec l'événement Maroc-Louvre. C'est-à-dire le Louvre consacre un événement au Maroc médiéval, tandis que nous consacrons un événement au Maroc contemporain. Et les deux manifestations seront en principe inaugurées le même jour, j'espère par les deux chefs d'État, je crois le 12 ou 13 octobre prochain. Oui, alors j'ai sauté, voilà, merci monsieur le secrétaire général. Il faut mieux que je n'ai pas de feuille, vous savez, et que j'essaie de faire fonctionner ma pauvre mémoire quand elle subsiste. Oui,
j'ai enjambé une partie qui concernait la présence, mais vous le retrouvez dans vos notes, la présence de Lima dans la société française et dans le pays. Bon, c'est tout le travail qui est accompli ici même vers les enfants, et qui est assez remarquable avec la directrice et ses équipes, vers des publics qui parfois sont empêchés. Je pense à tout le travail qui est fait, je l'ai parfois accompagné dans des prisons, tout ce qui est aussi entrepris en lien avec le service numérique, sous la forme notamment de jeux vidéo pour les enfants. Ce que nous allons faire, en effet, pour assurer la participation des citoyens, je l'ai expliqué pour le Hajj, mais nous le ferons aussi pour le Maroc contemporain, à partir du préambule de la Constitution marocaine. Et tout cela, naturellement, n'est rendu possible que par une refonte complète, et je salue les dirigeants de ce service, refonte complète du site Internet de Lima et la définition d'une stratégie pour faire entrer Lima de plein pied dans l'ère numérique. Mais aussi, il faudrait que je vous garde des heures, et rassurez-vous, je vais m'arrêter, mais aussi une présence renforcée de l'Institut du monde arabe en région. Nord-Pas-de-Calais, vous êtes déjà informés, une nouvelle phase va s'ouvrir, mais nous sommes en pourparlers avec Lyon et la région Rhône-Alpes, avec Montpellier, avec Marseille et la région Provence-Côte d'Azur, avec des municipalités de la région parisienne, notamment pour l'enseignement de la langue arabe. Bref, il est important que la culture arabe, que la langue arabe puisse irriguer l'ensemble du pays. Et il n'est pas impossible, nous avons parlé avec la directrice générale, que nous puissions aussi réfléchir à la façon dont nous pourrions assurer une présence de Lima en tant qu'IMA dans certains pays arabes. Mais c'est encore trop tôt pour en parler, cela fait l'objet d'une réflexion commune. J'aborde presque la fin en vous disant deux mots de la rénovation de ce bâtiment star, de ce bâtiment connu, reconnu, qui finalement a plutôt bien tenu le coup, 20 ans après, mais bon, qui connaît quelques nécessités d'adaptation. Il y a d'abord ces moucharabiers qui, pour des raisons de mauvaise utilisation, se trouvent bloqués, alors qu'ils ont été conçus pour s'ouvrir et se fermer, tels les pupilles des yeux, ou l'objectif d'un appareil photographique, de s'ouvrir et de se fermer en fonction de la lumière, du soleil ou de la pluie. Et là, ils sont fixes depuis fort longtemps. Donc ces moucharabiers, la façade, l'intérieur, les espaces. Actuellement, nous avons rénové les espaces d'exposition, vous les découvrirez nouveaux dans quelques semaines. La bibliothèque, je vous l'ai dit, la librairie sans doute. Bref, nous avons mis au point un plan de rénovation de l'ensemble du bâtiment qui, évidemment, ne sera pas financé par l'Institut, il n'a pas le moindre sou, mais par l'appel à des financiers extérieurs. Le Koweït, vous ai-je dit, pour la bibliothèque. L'Arabie Saoudite nous a annoncé un premier financement il y a quelques mois. J'ai quelque espoir que ce premier financement soit complété par d'autres, mais je ne veux pas dire tant que les choses ne sont pas accomplies. Nous avons réuni hier ou avant-hier un jury avec Jean Nouvel et l'Architecture Studio pour choisir un architecte d'opération. Bref, nous sommes entrés dans le vif du sujet. Et donc, ce n'est pas un plan sur la comète, ce n'est pas un plan pour dans 10 ans. Et nous avons bon espoir. D'abord, pour la bibliothèque, les travaux commencent cette année. Et j'ai bon espoir que pour la façade, les travaux puissent commencer aussi à la fin de cette année. Et que l'IMA puisse être renouvelé pleinement, tout en respectant l'architecture première. Que vous dire enfin? Deux mots de nos finances, mais je l'ai déjà évoqué au début.
Le financement du fonctionnement vient du gouvernement français, du Quai d'Orsay. Oui, on vient me dire que j'ai oublié ceci et cela, merci. Bon. Mais à faveur de votre question, les compléments sont apportés. Donc, le financement du fonctionnement est assuré par le Quai d'Orsay. Merci au Quai d'Orsay, même si cette année c'est un peu plus réduit. J'espère que ce sera maintenu à la hauteur l'année suivante. En tout cas, on se bagarrera pour ça. On essaiera de convaincre surtout. Un mot seulement pour dire que certains pays, j'allais dire pour saluer les nouveaux efforts que nous entreprenons, ont décidé de verser, non pas au fonctionnement de l'IMA, mais au fonds de dotation, de verser la dette qui était la leur, la Libye, l'Irak et le Qatar. Bon, je les remercie, je les ai remerciés, nous les remercions. La Libye, le Qatar et l'Irak. Bon, ça ne vient pas dans le budget de l'IMA, ça vient alimenter ce fonds de dotation qui est en quelque sorte notre capital avec le bâtiment et qui est une sorte d'assurance vie, si j'ose dire. Oui, on me dit de dire deux mots. C'est le commissaire Claude Mollard qui me rappelle à l'ordre de la construction de Madame Zaha Hadid. Vous êtes passé au long d'un chantier. Vous le savez, la maison Chanel avait conclu un sort d'un contrat avec les prédécesseurs. Ce mobile art que la maison Chanel avait transporté une ou deux fois à Hong Kong et je ne sais où, a fait cadeau, si j'ose dire, oui, c'est un cadeau, à l'Institut du monde arabe, qu'il a accepté, mais, je vais peser mes mots, c'est un cadeau qui finit par coûter cher. En entretien, en maintenance, en chauffage, en assurance, en préservation, en montage d'exposition. C'est pas une architecture, elle est belle, mais elle n'est pas nécessairement adaptée de manière fonctionnelle à la présentation d'exposition. Et puis, cette architecture, si belle qu'elle soit, occulte le parvis ou le bloc. Et nous avons besoin, nous sommes déjà à l'étroit, que ce parvis puisse respirer. Donc, nous avons pris la décision, en accord avec le conseil d'administration, de démonter cette œuvre. Elle n'est pas brisée, elle n'est pas cassée, elle est démontée. Elle est mise en conteneur pendant quelques mois. Nous sommes en pourparlers avec un certain nombre de municipalités et d'institutions pour la céder à celle d'entre elles qui l'accepterait, qui l'acceptera. Donc du coup, le parvis sera libéré de cette emprise dans les quelques jours qui viennent, dans les quelques semaines qui viennent, pour faire place d'abord aux wagons de l'Orient Express, puis plus tard à une tente caïdale qui accueillera des activités pendant le Maroc contemporain, puis ensuite à d'autres activités ou à d'autres événements. Et nous avons naturellement informé et associé Madame Zaha Hadid. Elle est au courant des différentes étapes. Elle sait avec quel soin le démontage s'opère et avec quel soin ces éléments seront mis en conteneur et avec quel soin nous veillerons à ce qu'elles puissent ensuite être réinstallées dans un autre endroit. Voilà. J'indique aussi qu'il y a ici même, en ce moment, c'est Claude Mollard qui me le rappelle, une exposition sur la Tunisie, la mode et les textiles liés à la mode en Tunisie. Bon, j'ai oublié plein de choses, soyez indulgents, je me perds dans mes notes, mais vos questions serviront à
à Madame la directrice générale et à moi-même à combler les trous s'il y en a. Peut-être souhaitez-vous dire quelques mots maintenant. Non. Et merci de votre patience. Oui, bonjour, Claire Baumlard du Figaro. Est-ce que vous pourriez nous rappeler les chiffres de fréquentation aujourd'hui et savoir si vous êtes donné un objectif? Après, sur le mécénat, est-ce que vous pourriez aussi nous donner les montants actuellement récoltés? Et on l'a dit que vous aviez trouvé un mécène pour les moucharabiers. Est-ce que les moucharabiers, c'était la fameuse façade? Est-ce que c'est la même chose? Sur la fréquentation, d'abord, je peux vous dire simplement que depuis quelques mois, cette maison revit. Elle n'était pas morte, elle était en vie, mais je veux dire que cette maison reprend des couleurs. Et ce que nous souhaitons, c'est que Lima redevienne pleinement une ruche. Une ruche, ça ne veut pas dire seulement des billets. Ça veut dire aussi des étudiants à la bibliothèque, des personnes qui vont à la librairie, qui viennent visiter l'immeuble, qui viennent et reviennent. Donc Lima, ce n'est pas comparable, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est pourquoi j'ai commencé par la partie intellectuelle, ou par l'enseignement. Lima, ce n'est pas comparable à un musée ou à une institution ou à un théâtre. Mais néanmoins, nous avons l'ambition de réunir pour les événements qui peuvent donner naissance à fréquentation, pour reprendre votre expression, quantifiable, nous avons l'ambition de faire venir beaucoup de monde. Et nous sommes très optimistes. D'ores et déjà, les premiers contacts que nous avons pour les deux grands événements dont je vous ai parlé, l'événement sur l'Orient Express et l'événement sur le Hajj, je ne veux pas non plus vendre la peau de l'ours, comme on dit, mais aujourd'hui, nous nous préoccupons plutôt de savoir comment nous allons techniquement, l'espace n'est pas si grand, éviter que les publics qui viendront aux deux événements ne se gênent. Nous avons imaginé beaucoup de scénarios parce que nous parions sur une fréquentation très élevée. C'est pourquoi il y aura certainement 2 entrées séparées. On va réfléchi, nous avons opté pour 2 entrées séparées, l'entrée par la faille pour le Hajj et l'entrée par le parvis pour l'Orient Express. Donc la fréquentation, nous la donnerons au fur et à mesure pour ces 2 événements. Et d'ailleurs, nous allons coupler aussi les billets avec le musée, lequel musée d'ailleurs n'est pas qu'un musée, c'est aussi une institution culturelle qui organise des colloques, des rencontres, des événements, des expositions particulières, certaines qui sont modestes par la taille, mais brillantissimes par le contenu. Et l'exposition vouée à Ishtar, je vous invite à y aller si vous ne l'avez pas vue, est une pure merveille de qualité, d'émotion et de splendeur. Voilà, et si vous voulez, aujourd'hui, il y a, je peux le dire, un bon climat. Les gens reviennent, si vous restez avec nous un peu, les jeunes trouvent le chemin de Lima, et avec les initiatives que nous prenons, notamment pour la musique, je suis certain que les jeunes qui parfois étaient un peu, sentaient pas concernés directement par Lima, sauront que cette maison est aussi la leur. Ils sont d'ailleurs venus très nombreux lorsque nous avons organisé un showcase avec le rappeur La Fouine il y a quelques mois. Ils seront très nombreux en février pour cet événement de musique électronique et ainsi de suite. Et puis, venant ici pour la musique électronique, ils vont découvrir d'autres aspects de la culture qu'ils ne connaissent pas. Donc là, nous sommes non seulement très confiants, mais nous devons anticiper par notre organisation un afflux de visiteurs que nous pensons devoir être important. Puis encore une fois, c'est certain que les 2 événements dont je vous parle seront très fréquentés, mais la fréquentation, ce n'est pas seulement le nombre, c'est aussi la qualité de la présence,
la qualité des personnes, la diversité des publics, et pas seulement le nombre, qui sera grand. Alors en ce qui concerne... Pardon. Par rapport à la fréquentation, peut-être j'ajouterais que la fréquentation, ce n'est pas seulement les activités au sein de l'Institut du monde arabe, mais c'est toutes les activités à l'extérieur, notamment l'antenne Nord-Pas-de-Calais, avec toutes les activités que l'Institut du monde arabe organise tout au long de l'année, mais aussi les expositions de l'Institut du monde arabe en France et à l'étranger, et notamment l'exposition L'âge d'or des sciences arabes qui était présentée dernièrement à la Sorbonne, à Abu Dhabi, à Doha, en Arabie Saoudite, à Alger. Aussi l'exposition 25 ans de créativité arabe qui était présentée à Manama, au Musée national de Manama, à Abu Dhabi, à Riyad. Donc c'est aussi la présence de l'Institut du monde arabe dans le monde arabe et en France. Alors, je crois que vous m'avez posé une question aussi sur le mécénat pour la rénovation de l'Institut, n'est-ce pas? Alors, le premier pays qui a décidé de nous donner un coup de main, c'est l'Arabie Saoudite. Donc, déjà, l'Arabie Saoudite nous a, voici quelques mois, indiqué que pour les moucharabiers, elle fera, l'argent est là à Paris, un apport de 1 million d'euros. Mais je ne suis pas Perret El Potolé, et je sais des choses que je ne peux pas dire, mais je ne veux pas parler avant que des décisions aient été annoncées par les personnes ou les pays qui vont nous apporter leur soutien. J'ai bon espoir que ce million soit complété par quelques autres millions venant de ce pays-là et de quelques autres pays. Oui, je vous en prie. Je vais poser une question. Oui, excusez-moi. Vous avez, Monsieur Jack Lang, inscrit votre action et l'action de l'institution IMA dans une perspective en revenant sur... en essayant d'inscrire avec beaucoup de recul pour en marquer finalement un certain nombre de continuités et un certain nombre de ruptures petites ou grandes. S'agissant de ce que vous avez présenté comme étant un événement phare pour 2014, autrement dit le colloque du mois de septembre en présence du président de la République en ouverture, vous avez pris comme exemple ce qui s'est produit durant l'année 2013, c'est-à-dire les débats organisés avec Al-Aswani et Monsieur Marzouki, en disant... Alors, ma question, si vous voulez, c'est que... Je me suis mal exprimé, alors. Je me suis très mal exprimé. D'accord. Je vais donc essayer de poser ma question autrement. Si tant est que ce puisse être une préfiguration de ce qui se produira au mois de septembre, avez-vous tiré les enseignements du fait que si M. Aswani est et demeure quelqu'un qui n'est pas un homme de pouvoir, le président Marzouki est un homme de pouvoir? Or, le débat dont vous avez parlé, il a été reproché très vertement à ce débat de s'être produit sans débat, justement, dans la mesure où, contrairement à ce qui se produit avec d'autres personnalités, l'intervieweur pouvait être soit un professionnel de l'IMA, soit un journaliste. Or, en l'occurrence, il y a eu, si j'ose dire, une entorse à la question même de la définition d'un débat, dans la mesure où M. Marzouki a été interviewé par son éditeur. On peut comprendre, si vous voulez, que ce puisse être parce qu'il est président, mais permettez-moi de vous dire tout simplement une question très simple. Est-ce que, dans le cas d'un symposium ou dans le cas d'un colloque, les invitations pour que des gens, comme vous dites, des élites qui ont émergé au travers des 3 dernières années, il puisse se produire des entorses de ce genre-là. Nous autres qui sommes journalistes savons très très bien que quand quelqu'un est interviewé par son propre éditeur, il ne risque pas d'y avoir un débat proprement dit. Donc avez-vous tiré les enseignements? D'abord, excusez-moi, mais je n'ai absolument pas dit que les 2 événements que j'ai cités étaient préfigurateurs du symposium. Si c'est le cas, on ne le fera pas. Donc le symposium qui aura lieu en septembre, consiste à présenter des
témoignage à travers des personnes connues ou inconnues, des films, des documents, de la vitalité créative du monde arabe aujourd'hui dans tous les domaines. Domaines scientifiques, intellectuels, universitaires, culturels et autres. Il ne s'agit pas d'organiser des débats de confrontation, mais d'abord d'informer, d'essayer de mieux informer, de tenter de mieux informer sur certaines des réalités positives qui surgissent ici et là dans différents pays. Bon, peut-être ai-je eu tort de citer ces deux exemples parce que ça montrait qu'une certaine vie a été introduite ici. Bon, Alain Soigny, si vous m'obligez à en parler, je regrette que ce que reste, c'est qu'on l'ait invité au passage. Il allait à une manifestation du livre dans le sud de la France, alors on l'a saisi par les cheveux, donc on n'a peut-être pas assez bien organisé les choses. Et du coup, certaines personnes se sont crues autorisées, puisque l'organisation n'était pas suffisante, c'est vrai, à occuper le terrain, voilà. Et c'est un peu regrettable, parce que moi je suis pour la liberté d'expression. Je n'accepte pas que l'on puisse interdire ou empêcher. Quant à Marzouki, bon, c'était son éditeur, d'accord, mais les gens qui étaient présents ont pu s'exprimer librement. Écoutez, le souvenir que j'en ai, c'est que les questions étaient assez vives. Et ça a duré 2 bonnes heures. Bon, alors ça aurait pu être arbitré par quelqu'un d'autre, c'est vrai. Bon, la prochaine fois, je vous engagerai, si vous voulez bien. Bonjour. Je voudrais revenir sur l'histoire de financement. Sans vous pousser à dévoiler des secrets, mais ça veut dire les contributions des pays arabes, on a tourné la page là-dessus. Les pays arabes ne contribuent plus puisque c'est uniquement le ministère des Affaires étrangères qui contribue. Voilà une chose. Et est-ce que ça veut dire quand les pays arabes vont contribuer, ça va être au coup par coup? Ça veut dire en fonction du projet, si le projet est conforme à leur politique de façon générale, ou bien ça va être lié, puisque vous dites ça vient... Voilà, merci. Le président voulait dire que les pays arabes ne contribuent pas annuellement au budget de Lima. Par contre, les pays arabes contribuent occasionnellement pour certains événements. À titre d'exemple, l'exposition Hajj dont a parlé le président est co-organisée et cofinancée avec la Bibliothèque nationale du roi Abdelaziz à Riyad. Le président a parlé aussi de la subvention de l'Arabie saoudite pour la rénovation et la réparation de Musharrabi. Il a parlé aussi de Koweït, qui a contribué à la refonte, à la modernisation de notre musée et à la bibliothèque. Il a aussi parlé d'autres pays arabes qui contribuent, et notamment de Qatar, qui paye une subvention annuelle pour la langue arabe, pour renforcer l'apprentissage et la formation de la langue arabe à l'Institut du monde arabe. Donc, les pays arabes contribuent occasionnellement et à l'occasion de certaines manifestations. Non, mais ce que voulait dire monsieur, par ailleurs, et je crois qu'il faut le dire clairement, pour l'heure, sauf si tout à coup les pays arabes décidaient en leur sagesse et en leur conseil des ambassadeurs de renouer avec les cotisations d'entente, pour l'heure, il n'y a plus de cotisation annuelle. Il faut dire que, bon, parlons vrai, que l'un de nos prédécesseurs, je crois que c'était M. Cabana, constatant que plusieurs pays ne versaient pas régulièrement ou à temps les cotisations, l'Institut se trouvait en déficit. Donc il a préféré mettre un terme à une situation d'instabilité, d'insécurité, et leur a proposé de contribuer au financement de ce fonds de dotation qui constitue un peu comme le capital qui est placé. Évidemment, aujourd'hui, ça rapporte peu d'argent, mais en tout cas, ça existe. Et ça peut éventuellement être utilisé pour la rénovation du bâtiment, mais je préfère m'en abstenir. Voilà, bon, alors ça veut dire qu'en effet, on doit se tourner vers un pays, vers un autre, vers un mécène, vers un autre. D'un côté, c'est une servitude, de l'autre, c'est une assurance que, bon, on ne se trouvera pas dans une situation de faillite ou de servitude.
Voilà, puis j'aime autant voir l'aspect positif des choses plutôt que l'aspect négatif. Oui, je voudrais faire quelques petites questions très rapides, parce que on a tous compris qu'il y a des problèmes de finances de l'Institut du monde arabe, donc c'est évident que la programmation est tributaire de budget, donc d'argent, de rentrée d'argent. Or, les pays que vous avez cités, il est évident qu'ils sont plus riches que d'autres. Et moi, personnellement, je pense plus à un peuple qui lutte pour son histoire, son patrimoine culturel, au-delà de la politique, c'est la Palestine, qui est la centralité d'une histoire très longue et qui est même le centre au-delà du monde arabe. Donc, je voulais savoir par rapport à Al-Quds, qui est un autre lieu de métissage, de culture, de religion, est-ce qu'il y a un projet qui peut se faire, même s'ils n'ont pas d'argent, ce peuple palestinien, puisque pour l'instant, ils luttent pour leur pays, et qu'on ne peut pas envisager au-delà des problèmes de finances. La deuxième question, c'est que on a beaucoup parlé de beaucoup d'art, mais peu de poésie. J'ai pensé à Adonis, qui est un grand poète, puisqu'on parle de la Syrie. Pourquoi on n'envisage pas quelque chose par rapport à la poésie, et aussi un hommage à Mahmoud Darwish, qui bientôt il y aura son anniversaire. Ce sont deux questions. La troisième question que je voudrais poser, c'est vis-à-vis de l'Est du monde arabe, doit-on se déplacer vers l'Est du monde arabe, ou plutôt c'est l'Est du monde arabe qui doit se déplacer? Par exemple, je pensais à tous ces jeunes de cités qu'on qualifie de banlieues pour un travail de la culture, puisqu'ils sont implantés, ils sont d'origine de ces pays-là, pour les nourrir, pour apporter. Et une dernièrement, il y a Fouad Negm qui est mort, qui est décédé, un grand chanteur égyptien qui a été emprisonné longtemps dans les geôles égyptiens. Ça m'a rappelé qu'il y a beaucoup d'artistes à Paris, entre autres, et vous ne l'ignorez pas, puisque vous avez été assez longtemps ministre de la Culture, des artistes exilés qui ont peu de moyens, qui sont réfugiés politiques. Est-ce qu'on peut envisager aussi une programmation vis-à-vis de ces artistes qui ne viennent pas d'une culture officielle? Merci, monsieur, pour vos questions. Oui, pour la Palestine, nous avons quelques projets sur le feu, si j'ose dire. Les uns qui touchent à la poésie, d'autres à la musique. D'ailleurs, sur le plan de la musique, la Palestine est à plusieurs reprises présente dans la programmation de l'Institut du monde arabe. Et il est hors de question, si vous voulez, de dire, puisque la Palestine n'apporte pas un financement, la Palestine n'a pas le droit, ou les Palestiniens n'ont pas le droit d'être présents. D'abord, ils sont présents, au sein d'ailleurs du Haut Conseil. Avant-hier, j'ai longuement vu l'ambassadeur ou le délégué général, l'ambassadeur de la Palestine. Donc, ce qui compte là, en l'occurrence, c'est d'avoir des projets de grande qualité, des projets pas au rabais. Parce que quand on a du respect pour un peuple ou pour un pays, on doit essayer de concevoir des événements pour chacun de haute qualité. Donc, rien n'est écarté, et tout au contraire, je répète, nous y travaillons. Pour la poésie, vous n'avez pas tort. Je crois que c'est un des sujets sur lesquels je souhaite, dans le futur, je travaille sur 2-3 hypothèses, imaginer ici même une présence beaucoup plus vivante de la poésie. Il ne suffit pas de rendre hommage. On peut rendre hommage. Hier soir, j'ai remis une décoration à Etel Adnan. Nous étions réunis avec une centaine de ses amis, des poètes, des graphistes, une personne d'ailleurs très remarquable qui prépare un ouvrage sur Mahmoud Darwish et qui m'a demandé de lui rédiger une préface, et d'autres. Mais, bonjour, mais c'est bien. Mais je pense qu'il faut essayer d'imaginer une présence plus vivante encore. C'était vivant hier soir, mais il faut que, notamment des jeunes, puissent trouver le chemin de l'image. Je rêverais d'un événement qui aurait lieu, je sais pas, chaque dimanche ou chaque samedi, où les poètes connus ou inconnus pourraient être présents ou dire leurs textes, etc. Mais je suis d'accord avec vous.
Mais il faut le faire. Bon, Adonis a été très présent ici, à l'Institut. Moi-même, je l'ai programmé dans d'autres occasions, dans des manifestations que j'ai organisées sur la Méditerranée, Mahmoud Darwish aussi. Et pour la jeunesse, tout à l'heure, je vous l'ai dit, mais il ne suffit pas de dire « je fais appel à vous pour que les jeunes viennent ». Il faut qu'il y ait des raisons concrètes, donc ça passe par une certaine programmation, ou ça passe éventuellement par une présence de l'Institut à travers, par exemple, l'enseignement de la langue arabe ou d'autres événements. C'est beaucoup de travail. Nous sommes un petit nombre pour organiser beaucoup de choses. Mais nous y arriverons. À ce propos, nous organisons tous les ans, la bibliothèque de l'Institut organise tous les ans le prix de jeunes romanciers palestiniens qui écrivent en français. Donc il y a un prix, une petite cérémonie avec de la poésie, de la musique, etc. Et ça a lieu tous les ans ici à l'Institut du monde arabe, à la bibliothèque. Peut-être pas trop s'attarder, mais on pourrait se voir ensuite autour d'un verre. J'ai une des questions très ponctuelles. Est-ce que vous avez fait une évaluation du coût de la restauration des Moucharabeya? Ça va coûter combien? Et les budgets des... Répétez votre question, s'il vous plaît. L'évaluation du coût total pour la réparation des Moucharabeya et de la façade, et les budgets des expositions de l'Orient Express et de la Mecque. Oui. Pour la rénovation du bâtiment, du monument, on peut dire, que je voudrais d'ailleurs faire classer monument historique, ou en tout cas le faire inscrire à l'inventaire des monuments historiques. Mais il paraît qu'aujourd'hui, c'est très compliqué. De mon temps, c'est une décision qu'on prenait dans l'heure. J'ai sauvé des monuments en danger dans l'heure. Et on me dit aujourd'hui qu'il faut des procédures et des procédures et des procédures. Mais on crève des procédures. Bon, je souhaite réellement, j'ai écrit à la ministre de la Culture, que l'on inscrive au titre des monuments historiques l'Institut du monde arabe, pour éviter que dans l'entourage, on ne construise n'importe quoi, en particulier. Donc, sur le coup, pour les moucharabiers, pour la façade, disons, la façade, en gros, autour d'1 million pour la façade stricto sensu, 1 million d'euros, auquel vous ajoutez 1 million d'euros un peu plus pour la climatisation, mais je ne saurais pas bien vous l'expliquer, car s'il n'y a pas un système de climatisation d'isolation qui serait en même temps construit, ces moucharabiers connaîtraient d'autres difficultés. Et puis 1 million pour la mise en lumière de la façade du bâtiment. 3. Et pour l'ensemble du monument, disons, c'est autour de 13 millions, y compris ces moucharabiers, y compris la bibliothèque dont tout à l'heure je vous ai parlé. Naturellement, cette rénovation se fera par étapes. Ce n'est pas en une année que l'on doit obtenir les 13 millions, ni qu'on pourra réaliser les travaux. Alors pour l'Orient Express, peut-être je laisserai Claude Mollard dire quelques mots, ou il peut vous en parler, là il est devant vous. C'est un Tunisien, le mec qui... Le Hajj, c'est 1 million. Hein. 1 million, oui, qui est moitié à... Oui. Je crois que pour le Hajj, mais ceux qui sont là pourraient me contredire, c'est autour d'1 million, n'est-ce pas? D'1 million, c'est cofinancé par la bibliothèque de Roi Abdelaziz à Riyad, à moitié, et c'est aussi subventionné par la Fondation Total. Donc, nous bénéficions d'une subvention de la Fondation Total aussi pour ce budget. Bien, mesdames et messieurs, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne un verre, sauf si vous pensez là... Non, monsieur, voyons-nous, là, si vous avez une question. Voyons-nous. Hein. Merci beaucoup.